Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Construire sa présence sur les réseaux sociaux. Marketing digital. Dans ce cours, vous apprendrez la construction de la présence sur les réseaux sociaux, développer et animer sa communauté en ligne, le community management, les tâches du CM, les compétences requises pour un community manager. Tout cela avec Dr. Hala, membre du corps, professeur de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Hala. Dr. Hala, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci, docteur Malek. Merci pour les chers participants d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, on va compléter la séance précédente et on va encore comprendre comment diriger et présenter la stratégie euh, des réseaux sociaux. On va entamer notre cours et commencer par la première partie, la deuxième partie de ce chapitre. Je ne sais pas si vous voyez l'écran ou non. Est-ce que c'est bon? Vous voyez l'écran? Ça va? Non. On ne voit rien. Voilà, c'est bon. Normalement, c'est bon maintenant. Donc, ça va maintenant? Si vous voyez très bien l'écran? Oui, oui, nous pouvons le voir avec merveille. Vous pouvez continuer, docteur. Parfait, merci. Donc, on continue avec notre cours. Et donc, on va s'intéresser aujourd'hui à comment diffuser le bon message. Donc, comme vous savez, la plupart des réseaux sociaux possèdent un algorithme qui tronque la réalité et qui propose aux individus des contenus qui correspondent à leur consommation. Donc, il est probable qu'une marque ne soit que très peu visible auprès de sa cible. Donc, pour éviter cela, il est nécessaire d'imaginer des messages engageants et en phase avec la cible visée. Donc, plus l'engagement est fort, donc plus l'algorithme enregistre des préférences et plus il affiche des messages en phase avec ce comportement. Donc, le plus important ici, c'est de créer des messages engageants, d'accord, avec votre communauté, avec vos consommateurs. Et comme ça, les algorithmes des réseaux sociaux peuvent vous indexer, vous pouvez, c'est-à-dire être visible pour votre communauté. Et donc, en fait, il faut comprendre une chose très importante, que les algorithmes des réseaux sociaux, bien qu'ils visent à optimiser l'expérience utilisateur, ces algorithmes-là créent en réalité ce qu'on appelle des bulles filtrantes. Et ces bulles, l'objectif principal et comment on dit, la mission principale de ces buts, c'est de renforcer les convictions existantes et de limiter l'exposition à des points de vue divergents. Donc, en fait, ce qui peut nuire en fait à la visibilité des marques et surtout à celles qui cherchent en particulier à toucher des nouveaux publics. Donc, ces bulles filtrantes, il faut vraiment être plus rusé que les bulles filtrantes dans le sens où il faut choisir ça, une stratégie adéquate pour combattre ces bulles filtrantes. Et donc, le problème, c'est quoi pour les marques en fait? Donc, ces algorithmes-là, ils vont réduire la visibilité de ces marques et donc, ces algorithmes vont privilégier les contenus qui suscitent plus d'engagement. Donc, ça va rendre vraiment très difficile pour les marques de percer et d'atteindre leur cible. Et donc, c'est très vraiment difficile à toucher, en fin de compte, de nouveaux publics. Donc, ces bulles limitent la portée des messages, rendent complexe la conquête de nouveaux segments de marché, etc. Et bien sûr, les publications de ces marques vont perdre de pertinence. Donc, si les marques ne parviennent pas à adapter leur message aux attentes des algorithmes, elles risquent d'être perçues comme peu pertinents et donc ça va vraiment être nuisible pour les marques. Donc, quelles sont les solutions
pour ces marques-là, pour combattre ces bulles filtrantes. Donc, il y a plusieurs solutions. Donc, il faut toujours privilégier un contenu hyper personnalisé, c'est-à-dire pour contourner ces bulles, les marques doivent créer des contenus hautement personnalisés en tenant compte de centres d'intérêt et des comportements et des valeurs de leur cible. Donc maintenant, vous allez me dire comment on va tenir compte, comment on va comprendre et comment on va cerner en fait les centres d'intérêt de notre audience, les comportements, quelles sont les valeurs de notre cible. Donc, dans ce cours, on va voir quels sont les logiciels qui vont nous donner, d'accord, une idée plus complète sur le comportement, les centres d'intérêt, etc., de notre cible. On va les voir, d'accord, au cours de cette séance. Donc, les autres solutions, comment il faut bien sûr entamer un engagement accru. Donc, l'engagement, en fait, c'est la clé pour déjouer les algorithmes. Donc, les marques, en fait, doivent donc concevoir des messages qui suscitent des réactions, des partages et des commentaires. Et là, c'est là où réside toute la difficulté, d'accord, de créer un contenu qui peut susciter les réactions, qui peut amener à faire des partages par votre audience. Et bien sûr, engager ou bien sûr plutôt générer des commentaires. Et là, c'est pas vraiment très facile. Il faut beaucoup de créativité, il faut beaucoup de compétences. Et on va voir après un métier que je vais vous présenter après, le community manager, et quelles sont les compétences requises pour le community manager. Donc, il faut aussi diversifier les canaux. Donc, ici, c'est vrai qu'on parle ici pour les médias sociaux, les réseaux sociaux, mais en fait, il faut comprendre pour détourner et pour contourner le problème des bulles filtrantes, il faut penser aussi à ne pas miser uniquement sur les réseaux sociaux. D'accord? Et donc, les marques doivent explorer d'autres canaux de communication pour toucher un public plus large. Donc, en fait, pour générer un trafic, d'accord, vers les différents supports, les différents canaux, d'accord, de la marque en question. Donc, ces solutions-là, ils sont très importantes à mettre en œuvre. C'est vrai que c'est pas vraiment très facile, mais il faut vraiment être très appliqué pour faire face à ces bulles filtrantes et donc déjouer d'accord, les algorithmes de ces réseaux sociaux. On peut penser aussi à d'autres solutions comme le paid media. Donc, on peut penser à faire appel à des publicités payantes qui permettent de contourner les algorithmes et d'atteindre une audience ciblée. Donc, c'est ça l'intérêt, tout l'intérêt des publicités payantes. Donc, engager des influenceurs. Les influenceurs peuvent aider les marques à atteindre de nouveaux publics en partageant leur contenu avec leur communauté. Donc, cette communauté, elle sera peut-être intéressée par votre marque et elle va aider à avoir, la marque à avoir d'autres clients, de nouveaux clients. Donc, bien sûr, pensez à générer des contenus interactifs, c'est-à-dire utiliser des sondages, utiliser des quiz, des concours et autres formats interactifs qui encouragent l'engagement et la mémorisation. En fait, on voit que dans le contenu, il faut toujours penser à inclure ce genre de format qui est très intéressant pour la marque, bien sûr, pour contourner les problèmes des algorithmes, mais aussi vraiment, c'est très divertissant aussi, c'est très, c'est très, plutôt,
intéressant pour l'audience, pour votre audience, hein. On a dit l'autre fois qu'il ne faut pas se focaliser pour le contenu, de se focaliser sur juste la promotion ou bien le contenu qui est lié à l'entreprise ou la marque, hein. Il faut penser à diversifier les formats et le contenu. Utiliser des stories et des vidéos courtes. On a dit que les vidéos sont maintenant des formats qui sont sont perçus d'une manière plus positive par l'audience, mais c'est aussi ces formats sont privilégiés par les algorithmes. Et donc, ça permet de capter rapidement en fait, l'attention des utilisateurs. Voici quelques solutions, d'accord, pour contourner le problème des algorithmes et surtout des bulles filtrantes. Euh, donc, il faut penser aussi à relayer un contenu potentiel. Donc, de nombreux messages sont relayables sur les réseaux sociaux via du contenu créé par la marque, ce qu'on appelle brand content et content marketing. On a fait la différence autrefois, ou de contenu issu de votre veille. On a parlé qu'on peut générer de contenu, un contenu intéressant à travers la veille. Et donc, ici, il faut tenter de donner un panorama de l'ensemble des contenus que l'on peut relayer. Donc, on peut ici donc diviser ce contenu en 3 catégories. Donc, le premier type de contenu est centré sur l'entreprise elle-même. Le second est centré sur le secteur d'activité de l'entreprise. Et le dernier, il est centré sur des généralités contextualisées. Donc, on va voir ici le contenu à relayer sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, pour les entreprises, on peut relayer des événements internes et externes. On peut parler des collaborateurs. On peut donner un aperçu sur la vie et les coulisses de l'entreprise. On peut bien sûr partager des actualités donc, sur les projets, les nouveaux projets ou les projets futurs, sur notre clientèle, sur notre développement, sur notre croissance, sur des articles de presse. Donc, on peut aussi, bien sûr, parler des partenariats. Donc, on peut, bien sûr, comme on a dit déjà, partager des articles, du e-booking, du e-book, pardon, ou ce qu'on appelle livre blanc. Et ça pour l'entreprise. Et pour le secteur d'activité, on peut parler des nouvelles tendances, des dernières tendances, des actualités qui sont liées au secteur de notre secteur d'activité, des activités connexes, des inspirations. Tout à l'heure, je vais définir quelles sont les activités connexes et je vais expliquer ce terme. Et donc, on peut aussi relayer du contenu qui est lié aux différents produits et services. Donc, on va vraiment parler des nouveautés. On peut donner aussi partager des tutoriels, des offres commerciales, comme on dit tout à l'heure, des jeux concours, des sondages, des retours d'expérience client et bien entendu de l'UGC. Je vais expliquer ça après. Donc, quelles sont les activités connexes, d'accord, qui sont liées au secteur d'activité? Donc, les activités connexes, en fait, désignent l'ensemble des actions ou des produits qui, sans être directement liés à votre cœur de métier, peuvent apporter une valeur ajoutée à vos clients et vous permettre de pénétrer de nouveaux marchés. Exemple. Voici quelques exemples d'activités connexes selon les secteurs. Si, par exemple, l'entreprise opère dans le secteur d'automobile, donc on peut parler, par exemple, les activités connexes, peut-être des locations de voitures, ça pourrait être des ventes de pièces détachées, ça pourrait tourner autour de l'entretien, de réparation des voitures, donc assurance automobile carrément. Pour les secteurs de restauration, ça peut être traiteur, ça peut être des activités de livraison, vente de produits alimentaires, organisation des événements. D'autres secteurs aussi de tourisme, par exemple, on peut parler d'hébergement, du transport, activités de loisirs, vente de souvenirs carrément, hein. Donc, ce sont des activités connexes qui sont liées au secteur, aux différents secteurs d'activité, que ce soit l'automobile, la restauration, le tourisme, etc. C'est quoi le UGC? D'accord? Donc, l'UGC, c'est l'acronyme de User Generated Content.
Donc, c'est un contenu généré par les utilisateurs et qui désigne tout type de contenu créé par les utilisateurs d'un produit, service ou marque et partagé sur diverses plateformes numériques. Donc, ça peut prendre de nombreuses formes, hein, des photos et des vidéos, donc partage sur les réseaux sociaux, avis des clients avec visuels, etc. En format de texte, donc sous forme de commentaires, témoignages, avis sur des forums, des blogs, etc. Et on peut bien sûr partager d'autres formats comme la création artistique et les tutoriels. Et là, il y a une question qui pourrait être posée. Donc, c'est quoi la différence entre l'UGC, User Generated Content, et la curation de contenu qu'on a parlé tout à l'heure? C'est une très bonne question. Donc, il faut se poser cette question-là parce qu'on a parlé de la curation de contenu l'autre fois. Et là, on parle d'un autre terme qui vraiment qui n'était pas très... D'accord. Oui, Vous avez changé de diapo? oui. Est-ce que vous voyez l'UGC? Non, je ne la vois pas. Donc, si vous... Voilà, nous la voyons maintenant. Vous voyez maintenant l'UGC? Oui, 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 le UGC. Est-ce Avant, on que, n'arrivait pas à le voir. est-ce que vous avez vu ce diapo-là, l'exemple d'activité? Non, pas encore, non. J'ai parlé tout à l'heure des activités connexes. Est-ce que vous avez vu les activités connexes? Non, 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 docteur. Est-ce que vous avez vu au moins cette image-là? Non. Pas- donc, j'ai parlé vraiment. Euh, les trois types. Est-ce qu'on a vu les trois types? Jusqu'à maintenant, le seul diapo que je suis en train de voir maintenant, c'est UGC. Mais avant, on n'arrivait pas à le voir, le UGC. Est-ce que je dois reprendre dès le départ, c'est-à-dire de trois types, ou bien c'est bon pour les autres, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez vu les trois types? Je ne sais pas si vous avez vu les trois types Non, ou non. parce que Sinon, je vais reprendre ça. trois tirs. Veuillez le réexpliquer à nouveau, s'il vous plaît, si c'est possible, D'accord, docteur. d'accord. Est-ce que vous voyez maintenant le contenu potentiel à relayer? Non, on est jusqu'à maintenant les trois types. Apparemment, à chaque fois. Bon, Voilà, voilà. je vais basculer, oui, je vais basculer vers le PDF, comme ça, vous n'aurez pas de problème quand je pars. Je ne sais pas si c'est. Bon, je vais. Attendez, s'il vous plaît. Je crois que le PDF, ça sera mieux dans mon cas. Donc, est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, le contenu potentiel à relayer? Oui, nous pouvons l'avoir avec merveille. Parfait. Donc, on va continuer sur le PDF. Donc, je reviens à dire que de nombreux messages sont relayables sur les réseaux sociaux et donc via du contenu créé par la marque. Donc, on a parlé l'autre fois du brand content et content marketing ou du contenu issu de votre veille. On a parlé l'autre fois de le contenu qui est généré par votre veille
on a donné déjà des outils pour la veille, d'accord, pour faire la veille. Donc, ici, on va donner un panorama d'ensemble des contenus que l'on peut relayer et qu'on pourrait les diviser en 3 catégories, d'accord? Donc, les 3 types. Donc, le premier type de contenu est centré sur l'entreprise elle-même. Maintenant, le second est centré sur le secteur d'activité de l'entreprise. Et le dernier, il va être centré sur des généralités contextualisées. Donc, en fait, le contenu qui est relayé, qu'on peut le relayer sur les réseaux sociaux concernant l'entreprise, donc on peut donner et relayer des informations sur les événements internes et externes. On peut parler de nos collaborateurs, on peut donner les coulisses et la vie de l'entreprise. On peut parler des actualités. Donc, en fait, on peut donner aussi des idées sur les projets présents et futurs. Parler de notre client, de notre développement et croissance, de mettre des articles de presse qui parlent de notre entreprise ou de notre marque. On peut parler des partenariats, même futurs, qui vont peut-être se concrétiser au futur. Et donc, on peut générer du content marketing aussi à travers la diffusion des articles, des livres blancs, etc., l'e-book. On peut aussi relayer des informations et un contenu qui est lié à notre secteur d'activité en parlant des nouvelles tendances, des dernières tendances, des actualités donc, et des activités connexes. Des inspirations. Je vais partager avec vous et on va comprendre ensemble quelles sont des activités connexes. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Et en plus, on peut relayer un contenu qui est lié à nos produits et services. On peut donner, bien sûr, parler des idées d'utilisation de notre produit, parler de nouveautés, des particularités de notre produit. On peut relayer aussi des tutoriels. On peut parler des offres commerciales. On peut, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, insérer des jeux, des concours, des sondages, parler des retours d'expérience client et surtout, et bien sûr, relayer un contenu de l'UGC. On va voir c'est quoi l'UGC tout à l'heure. Donc, quelles sont les activités connexes, d'accord, qui sont liées à notre secteur d'activité? Donc, les activités connexes désignent l'ensemble des actions ou des produits qui, sans être directement liés à votre cœur de métier, ils peuvent apporter en fait une valeur ajoutée à vos clients ou vous permettre de pénétrer de nouveaux marchés. Donc, quelques activités connexes selon les secteurs. Donc, les secteurs d'automobile, donc on peut parler de location de voitures, vente de pièces et détachées, entretien et réparation, assurance automobile. Ce sont tous des activités connexes au secteur automobile. Si vous opérez dans le secteur de restauration, si vous parlez aussi les activités connexes, ça peut être lié au traiteur, par exemple, à la livraison de repas, vente des produits alimentaires, carrément des organisations des événements. Ça pourrait être des activités connexes. Si vous opérez dans le secteur du tourisme, tout ce qui est hébergement, transport, activités de loisirs, vente des souvenirs carrément, ça pourrait être des activités connexes. Donc en fait, tout ça, ça pourrait nous donner une idée et ça pourrait enrichir le contenu qu'on pourrait le relayer sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas vraiment se focaliser sur les produits et services uniquement ou bien sur votre marque uniquement. Non, il faut vraiment, vraiment penser à enrichir votre contenu et s'intéresser non seulement à votre entreprise, à votre secteur d'activité et aussi à vos produits et services, etc. Passons maintenant à l'UGC. C'est quoi l'UGC? C'est l'acronyme de User Generated Content. C'est un contenu généré par les utilisateurs eux-mêmes et ça désigne tout type de contenu qui est créé par les utilisateurs d'un produit, service ou marque et partagé sur diverses plateformes numériques. Donc, ça peut prendre de nombreuses formes. Ça peut être des vidéos, des photos, pardon, des vidéos. Et donc, ces users, ces utilisateurs, ils partagent ces photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Et ça peut régénérer des avis des clients avec visuels, etc. Donc, ça pourrait être sous forme de commentaires, de témoignages, des avis sur les forums, sur les blogs. Ça pourrait être, ça peut prendre d'autres formats, hein, donc comme des créations artistiques, des tutoriels, etc. Donc,
ici, il y a une question qui pourrait être posée, d'accord? C'est quoi la différence entre l'UGC et la curation de contenu qu'on a parlé d'autres fois? Est-ce que vraiment il y a une différence entre les deux? Et quelle est cette différence-là? En fait, ce sont deux termes qui paraissent pardon, euh, similaires, mais il y a vraiment une différence de taille. Donc, l'UGC, c'est un content, un contenu qui est généré par les utilisateurs. Alors que la curation, ça pourrait être un content. Donc, l'UGC, c'est juste généré par les utilisateurs. La curation, c'est un contenu généré par les autres. Ça pourrait être des experts dans votre secteur d'activité qui peuvent parler de vous. Ça pourrait être la presse. Ça pourrait être des personnes, d'accord, qui peuvent relayer des informations sans pour autant être vos clients. Donc, il faut vraiment l'intérêt de la curation, c'est en fait les entreprises, ils vont faire le tri. Ils vont faire la sélection de ce contenu pour le relayer. Alors que l'UGC, en tant qu'entreprise, on essaiera vraiment d'encourager l'UGC. Hein. On pourrait vraiment appeler carrément, faire un appel et encourager les consommateurs à relayer, à donner et à vraiment partager un contenu. D'accord? Donc, c'est ça la différence, d'accord, qui est entre la curation de contenu et l'UGC. Euh, Parlons maintenant de l'exclusivité, d'accord? Donc, pour toucher la communauté, votre communauté, et la remercier, il faut lui penser en fait à lui proposer un contenu exclusif. C'est-à-dire, même s'il est difficile de le faire systématiquement, vous pouvez par moment proposer du contenu sur un réseau social en particulier et non sur les autres. Par exemple, vous pouvez penser à un code promo que vous le proposez seulement à votre communauté Instagram. Vous ne pouvez pas le trouver par exemple sur LinkedIn ou bien sur TikTok ou bien Snapchat ou bien plutôt sur Facebook. D'accord? Donc, il faut vraiment penser à cette exclusivité qui est intéressante, d'accord, pour en fait générer plus être plus visible sur un réseau social bien particulier. Maintenant, il faut penser aussi à choisir les bons formats. Hein. Et donc, chaque réseau social propose des formats particuliers auxquels il faut s'adapter pour parfaire son storytelling. Donc, une aubaine pour travailler sa créativité. Hein. Donc, le story, la carousel, photo, vidéo, à travers ces formats. Donc, votre entreprise peut s'exprimer de différentes manières et engager son audience. Donc, les formats qui utilisent des images et des vidéos sont généralement plus engageants. Ça, c'est une règle générale. Donc, il faut comprendre que les images et les vidéos sont plus engageants et plus intéressants ça peut capter l'attention des utilisateurs bien plus que le texte. On a parlé de ça dans les séances précédentes. Et donc, l'image, en fait, a un pouvoir sur les consommateurs car elle véhicule une émotion et est rapidement analysée par le cerveau. Hein. Donc, ça touche et elle engage plus facilement qu'un texte. Et donc, une image est l'élément incontournable pour raconter une marque. Dévoiler ses coulisses, montrer les femmes et les femmes qui font la marque, synthétiser une information dense, promouvoir un territoire, etc. Donc, vraiment, l'image et les vidéos, donc, ce sont vraiment plus engageants que le texte. Il faut la comprendre. Donc, l'image peut être créée hein, par l'illustration, on peut dessiner, etc. Elle peut être capturée par une photo ou filmée carrément à travers une vidéo. Donc, dans les trois cas, elle a la faculté de capter l'attention des individus. Hein. Donc, chacun, dans le contexte professionnel comme dans la vie personnelle, en consomme de plus en plus. Donc, accompagnées d'une légende, les images prennent vie et racontent une histoire qui peut créer empathie, ou lassitude et rejet. Donc, il faut faire attention. Hein. Donc, l'image est un shareable content, c'est-à-dire c'est un contenu qu'on pourrait le partager. Et donc, elle a la faculté d'être facilement partageable. Hein. Et elle est mieux partagée que le texte, en fait. Hein.
Maintenant, on va aller à un point très important à notre calendrier éditorial pour le social media. Et là, c'est important. Donc, dans n'importe quelle stratégie marketing digital, il faut vraiment penser à créer un calendrier, d'accord, éditorial. C'est un élément crucial et ça revêt beaucoup d'importance même, et surtout pour les réseaux sociaux. Donc, pour mieux s'organiser, ne pas se laisser dépasser et garder une continuité dans votre communication sur les réseaux sociaux, il faut mettre en place un calendrier éditorial. Donc, en fait, quand un calendrier éditorial, pourquoi faire, hein? Donc, ça sert à diffuser régulièrement du contenu et pas seulement occasionnellement. Quand on a 5 minutes devant soi, on peut penser à diffuser un contenu. Si, bien sûr, il faut comprendre qu'il faut, le contenu doit être de la bonne qualité, hein. C'est-à-dire, il ne faut pas juste partager pour le partage. Bien sûr, pour choisir les bons canaux de communication, pour réfléchir à la pertinence du contenu proposé. Quel temps, quel format, quelle fréquence. Et aussi pour anticiper les événements liés à la marque, peut-être les anniversaires, des événements spéciaux, etc. Et en fait, imaginez des marronniers. C'est-à-dire, ce sont des événements qui se répètent, qui sont comme par exemple les soldes d'été, l'Aïd pour les musulmans, Noël pour les chrétiens, la rentrée scolaire, etc. Ce sont des événements qui se répètent à chaque fois, pour chaque période. Donc, c'est très intéressant. Et en fait, la question qui se pose, comment créer un calendrier maintenant éditorial? Donc, carrément, un simple document de type Excel peut suffire. Donc, en fait, chaque mois, il faut lister les faits marquants de votre entreprise. Est-ce qu'il y a des sorties de produits, nouveaux produits? Est-ce qu'il y a des événements? Est-ce qu'il y a cas client, ça, il y a une faute de frappe. Est-ce qu'il y a un recrutement carrément, etc. Et puis, il faut détailler dans un tableau la manière dont vous allez traiter ces éléments de communication. Parce que, en fait, ce sont en fait c'est vrai que ce sont des faits marquants, mais en fait, ça génère des éléments de communication. Et donc, vous aurez ainsi une bonne visibilité et pourrait anticiper votre création de contenu. Donc, le conseil ici à donner, c'est de préparer la publication pour les 15 à 30 jours à venir. D'accord? Si je vais vous montrer quelques modèles, d'accord, qui permettent de gagner du temps pour les événements donc programmés sur les réseaux sociaux et surtout pour le calendrier éditorial. D'accord? Donc, ce sont des modèles. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, vous voyez le site web, c'est ça? Les modèles réseaux sociaux qui permettent de gagner du temps. Vous voyez ça, s'il vous plaît? Top sharing. Jusqu'à maintenant, non. Docteur, Vous voyez maintenant, s'il vous plaît? oui, il marche avec merveille, docteur. Vous pouvez continuer. D'accord, parfait. Donc, voici un outil. Voilà, vous pouvez le voir. Quand vous aurez votre cours, vous pouvez voir et vous pouvez télécharger donc ces calendriers. Et donc, c'est vraiment très utile. Donc, ce sont des modèles d'Excel qui sont gratuits, pardon. Donc, vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer comment on voit sur Excel. Est-ce que vous voyez l'Excel? Le fichier Excel. Vous voyez le fichier Excel? Je crois qu'il faut partager. Pour moi, pour moi, non. Je vais, d'accord, je vais faire le share autrefois, encore une fois. Donc, à chaque fois, je dois. Vous voyez maintenant, s'il vous plaît? Oui, il marche avec merveille. Voilà. Donc, c'est un modèle gratuit que vous pouvez le télécharger, d'accord, pour organiser les événements. Donc, on peut partager. Vous êtes libre, hein. Donc, c'est
c'est un moyen, juste un exemple. Donc, vous pouvez le faire par exemple par semaine, par mois, etc. Et vous pouvez choisir, d'accord, les dates ici. Par exemple, le 1er janvier, vous pouvez grand opening announcement, vous pouvez mettre l'événement de votre choix, vous pouvez le mettre l'intitulé, vous pouvez mettre le statut, est-ce qu'il est publié ou non publié ou en train de publier, etc. C'est un modèle assez simple, vous pouvez l'adapter selon vos choix, etc. Donc, c'est un moyen intéressant, vous pouvez le faire, vous pouvez le télécharger, c'est un modèle gratuit, vous pouvez le faire, vous allez le trouver dans votre cours, vous pouvez le télécharger. Il y a d'autres aussi modèles que vous pouvez le voir et c'est très intéressant. Donc, il faut vraiment, en fait, il suffit de faire un fichier Excel tout simplement, d'accord, pour en fait organiser votre calendrier éditorial. Donc, il faut penser à préparer les publications à l'avance, au moins dans les 15 ou 30 jours à venir. D'accord? Donc, c'est un très bon moyen pour créer un calendrier éditorial. Maintenant, je vais passer à l'autre slide. Donc, et en fait, la question qui revient à chaque fois, la question qui revient à chaque fois, quelles sont les meilleures heures de publication, hein? Donc, déjà, c'est une question très récurrente et que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Donc, en fait, il faut comprendre une chose. Vous allez trouver sur Internet, d'accord, des chiffres et des conseils, des astuces, plein d'astuces et plein de conseils, d'accord, quelles sont les meilleures heures de publication. En fait, ce n'est pas vrai. Ça dépend vraiment de votre audience. Donc, il faut vraiment essayer de tester, essayer d'améliorer à chaque fois, de mesurer. C'est ça optimal pour avoir les meilleures heures de publication. Donc, comme j'ai dit, les chiffres régulièrement publiés sur Internet à ce sujet sont des agrégations, des moyennes, et ils ne donnent pas la vérité. C'est vraiment juste une tendance, hein. Donc, pour moi, le conseil à donner, c'est de faire vous-même le test, de faire vous-même, d'améliorer vous-même et de chercher toujours à tester et à améliorer et à mesurer pour voir quelles sont les heures de publication, les meilleures heures de publication pour vous, selon votre marque et pour votre cible, pour votre audience, hein. Donc, il ne faut pas juste oublier de laisser une petite place au live. Il faut penser au live, à l'inattendu, c'est-à-dire, sans vraiment penser à programmer, hein. Parfois, sur un coup de tête, vous pouvez ouvrir un live si vous avez quelque chose à dire, hein. Si vous avez un contenu à relayer, si vous avez quelque chose de valeur, vous avez un contenu à valeur ajoutée. Sinon, ça ne sert à rien. On a dit déjà depuis le début. Donc, dans ce dernier cas, quand on parle de live ou de l'inattendu, pour éviter tout écart de conduite, il faut garder juste une chose en tête, votre ligne éditoriale. Donc, il ne faut pas vraiment oublier ça. Quelles sont en fait, comment en fait déterminer les meilleures heures? Si vous avez, par exemple, un réseau social. Bon, maintenant, je me suis un peu écartée des réseaux sociaux. J'ai donné autre indice pour les personnes qui ont un site web et non pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu, on diverge un peu de notre cours, mais c'est très important à donner cette information. Si on va se focaliser sur ce cours, comment en fait on va analyser les données internes qui sont liées à notre groupe Facebook ou groupe Instagram, etc., aux réseaux sociaux. Donc en fait, la plupart des plateformes Facebook, Instagram, LinkedIn proposent des outils d'analyse qui vous permettent de voir à quel moment vos publications ont le plus d'interactions. Moi, je vais vous donner, donner un petit exemple, d'accord, sur les réseaux sociaux. Attendez, je vais repartager encore une fois le contenu. On va suivre ensemble, d'accord, les données de ce groupe-là, d'accord. Je parle par exemple, on a pris le groupe photographe amateur. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, la page Facebook? Vous voyez la page Facebook? Non, le PDF, analyser les données Internet.
Vous voyez maintenant cette page Facebook? Pour moi, non. Voilà, voilà, elle est affichée maintenant. D'accord. Je vais vous donner un exemple comment on pourrait suivre, d'accord, par exemple, si on est admin dans un groupe, d'accord. Si je prends l'exemple de photographe amateur tunisien, par exemple, avec 15 000, plus que de 15 000 membres, d'accord. Si on va, par exemple, sur Overview, d'accord, on va voir ici plusieurs, donc Google vous donne, pardon, Facebook vous donne, d'accord, la possibilité, d'accord, de voir les données, va vous donner une petite idée sur les données d'engagement de votre audience, d'accord. On va voir, va vous donner quelques, d'accord, données qui sont intéressantes à, à, à suivre. Bon, euh, dans ce groupe, il y a pas eu de post pendant les 28 days, d'accord? Il n'y a pas aussi des commentaires, il n'y a pas aussi des réactions, d'accord? Si on va plus loin, on va vers, d'accord, les last 60 days, 60 jours. D'accord? Il y a eu vraiment, il vous donne par exemple les réactions, d'accord, autour entre le 16 juin et le 13 août, d'accord? À partir de cette période-là, il y a eu vraiment cette réaction, hein. Donc, ils vont vous donner, d'accord, quels sont les days, les jours qui sont populaires. Ils vont voir que hein, popular days, et c'est le Monday, c'est-à-dire lundi, d'accord? Et la date, vraiment, c'est à les popular times, les temps les plus populaires, à 3 heures le vendredi, par exemple. Donc, ça va donner une petite idée, d'accord, sur votre audience, d'accord? On va voir s'il y a des commentaires. Il n'y a pas eu de commentaires. Il n'y a pas eu de post. Donc, si vraiment, si vous avez une page Facebook où vous gérez, donc c'est vraiment le Facebook, il vous donne, d'accord, des idées sur le temps où vous pouvez partager, d'accord, ou le temps où c'est-à-dire les Popular Day et Popular Time, d'accord, les temps et les jours qui sont populaires pour votre audience. C'est-à-dire, en fait, il faut faire quoi? Il faut toujours tester, hein. Il faut donner, par exemple, chercher à partager. Ici, ça pourrait pas être un très bon exemple, juste pour vous donner comment on voit les insights dans le Facebook, mais vraiment parce qu'il y a un problème dans ce groupe. Il n'y a pas eu d'activité récente, ça fait quelques mois, donc on ne peut pas vraiment voir. Mais juste pour vous donner une petite idée comment les insights, les données qui sont générées par Facebook. En fait, si vous êtes une personne qui partage fréquemment le contenu sur Facebook, ça va générer, d'accord, des données plus intéressantes, plus pertinentes. Je reviens vers le cours. Attendez, s'il vous plaît. Maintenant, on va parler de. Maintenant, je vais un peu diverger de ce cours et on va parler plutôt du Google Analytics, hein. Google Analytics, bien sûr, on est loin du réseau social plutôt, mais on est dans l'optique par exemple, d'un site web. Si vous avez un site web maintenant, ce n'est pas un réseau social. Juste, je vais donner quelques remarques, quelques informations sur Google Analytics. Donc, si vous avez un site web, vous pouvez analyser les heures de connexion de vos visiteurs, hein. Peut voir, par exemple, je vais vous montrer. J'ai partagé avec vous ce guide complet sur le Google Analytics. Si vous avez besoin, vraiment, c'est un guide très intéressant. Si vous débutez avec Google Analytics, vous pouvez utiliser ce guide. Ça va vous aider énormément pour comprendre cette plateforme. Donc, attendez, s'il vous plaît, je vais repartager encore une fois, comme ça, vous pouvez revoir avec moi. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, l'écran? Oui, il marche avec merveille. D'accord. Donc, ça, c'est très intéressant comme un outil, le Google Analytics, pour suivre en temps réel, d'accord, le trafic sur votre site. Donc, c'est très intéressant. Ça vous donne, d'accord, quelles sont les pages vues, quels sont les nombres d'utilisateurs actifs,
quelles sont les principales pages actives, d'accord, et combien d'utilisateurs en pourcentage et en nombre. Et ça donne vraiment un rapport. Google Analytics peut générer des rapports qui non seulement comporte bien sûr plusieurs fonctionnalités qui permet en fait de mieux connaître vos visiteurs. Si vous avez, je vous invite à voir ce guide complet parce que c'est très important de maîtriser le Google Analytics si vous allez entamer une carrière en marketing digital ou si vous êtes intéressé par le marketing digital, si vous avez un site web que vous voulez suivre, c'est-à-dire vous voulez accroître sa visibilité, générer plus de trafic, améliorer les SEO de votre site. C'est un outil incontournable et indispensable à connaître et à maîtriser. Bon, maintenant, il faut dire une chose, qu'il y a deux versions. Hein. Il y a le Google Analytics standard, c'est une plateforme, c'est un logiciel qui est gratuit pour tout le monde, mais il y a aussi, mais avec des fonctionnalités limitées, surtout le HIT, il est limité. Les données sont limitées. Par contre, le Google Analytics 360, c'est une version payante qui est orientée entreprise et ça donne vraiment d'autres fonctionnalités, d'autres données, d'autres hits, d'accord, illimités. Donc, il y a deux versions. Donc, tout dépend de ce que vous voulez avoir, parce que si vous voulez, par exemple, plus de segmentation, plus de détails, plus de données plus précises, donc pour les entreprises, ils sont amenés à utiliser le Google Analytics 360, alors que si vous avez juste un site web, vous voulez entamer vous êtes un débutant à nouveau dans le secteur, vous ne voulez pas vraiment de données très affinées, vous pouvez utiliser le Google Analytics standard. Je reviens vers notre cours, donc pour continuer. Donc, on va revenir vers notre stratégie sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de problème quand vous essayez de vous répéter un peu. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, vous avez tout intérêt à radoter. C'est-à-dire, lorsque vous créez du contenu ou préparez des éléments à diffuser, cela prend du temps. C'est clair. On a compris ça. Donc, il faut vraiment capitaliser dessus. C'est-à-dire, si vous ne relayez qu'une fois l'information, seule une petite partie de vos abonnés verra le message. On est conscient de ça. Car les flux d'activité sont saturés. Et comme on a dit, les algorithmes, d'accord, des réseaux sociaux, ils vont faire quoi? Ils vont altérer la diffusion. On a parlé des bulles filtrantes, etc. Donc, c'est quoi l'intérêt? Donc, un contenu qu'on a déjà créé, qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, etc., et plusieurs compétences. Donc, peut-être qu'il n'a pas été vu par plusieurs abonnés. Peut-être les algorithmes ont essayé de ne pas, ne pas être visible, de ne pas le laisser visible, et qu'il faut faire quoi? Il faut penser en fait à relayer plusieurs fois la même information. Mais attention, jamais sous la même forme. Pourquoi? D'un coup, premièrement, il faut éviter les messages répétitifs. Donc, en fait, quand les algorithmes des réseaux sociaux, surtout Facebook, n'apprécient guère et auront tendance à pénaliser la portée de vos messages. D'autre part, si certains internautes voient deux fois le même message, ils se détourneront de vos publications. Donc, ça va créer de l'ennui et ils vont carrément boycotter votre marque ou votre page Facebook. Donc, c'est très intéressant. D'une part, vous allez être pénalisé par les algorithmes, surtout par le Facebook. Et d'autre part, ça pourrait générer de l'ennui. Ça pourrait carrément, le client va dire, oh, il se répète, il va être ennuyé. Peut-être il va disliker ou unfollow, ne pas suivre votre page. Donc, il faut faire quoi? Il faut donc trouver différents messages pour relayer le même contenu. Donc, c'est l'occasion de tester différents types de messages et horaires de publication pour voir lesquels génèrent le plus d'engagement. On est toujours dans cette optique de tester et d'améliorer et de voir quels sont les contenus quels sont les contenus qui sont le plus appréciés, qui sont les plus vus, etc. Quels sont les horaires aussi, les heures qui sont les plus prisées par ou bien les meilleures heures de publication. Donc, il faut toujours tester et améliorer. D'accord?
Une petite astuce là-dessus, hein, qu'on pourrait le faire. Donc, il ne faut pas oublier de faire vivre aussi les anciens contenus. C'est-à-dire, si vous avez partagé il y a un an, vous pouvez le refaire cette année la même date. Donc, vous pouvez me dire, il y a un an, on vous a annoncé un événement de taille pour nous, par exemple, etc. Et vous mettez le lien vers l'article qui a été partagé un an avant ou la photo carrément. Donc, c'est un moyen de repartager un contenu, d'accord? Vous pouvez aussi mettre à notre contenu, par exemple, retrouver nos meilleurs articles du mois. Et comme ça, vous pouvez repartager les articles du mois précédent ou du mois présent. D'accord? Donc, c'est un moyen de se répéter, mais il faut bien sûr ne pas être plus intelligent et ne pas vraiment appliquer ou bien répliquer, c'est-à-dire répéter le même message, mais il faut le faire avec un peu de créativité. Ok. Donc, il faut ne pas essayer de le partager autrement. Maintenant, on passe à un point aussi important, comment programmer les publications en fait. Donc, programmer les publications sur les réseaux sociaux apporte bien sûr sérénité et constance surtout. Donc, plutôt que de publier par un coup, donc optez pour la programmation de publication. Donc, l'avantage ici est de pouvoir publier à des heures où votre cible est présente. En fait, ça pourrait être en dehors de vos horaires de travail, hein. Ça pourrait être après 8 heures, après 9 heures, après 10 heures, je ne sais pas, quand vous êtes, ou bien avant 8 heures. Peut-être si vous travaillez, vous commencez votre travail à 9 heures, peut-être 8 heures, c'est le meilleur moment de partager vos publications. Et donc, il faut assurer une régularité dans votre présence et de condenser votre temps passé à animer vos réseaux sociaux sur une plage horaire bien déterminée. Donc, c'est très important aussi à penser à programmer. Donc, un petit conseil, il faut vraiment éviter simplement de programmer des publications sensibles, c'est-à-dire qui nécessitent impérativement des réponses rapides aux commentaires à des moments où vous n'êtes pas en capacité de réagir. Donc, si vous allez, par exemple, votre contenu que vous allez partager nécessite des réponses, d'accord? Il faut bien choisir de programmer ces publications. Là où il ne faut pas vraiment choisir les moments où vous n'êtes pas présent, où vous êtes carrément incapable de réagir, hein. Donc, il faut vraiment éviter de programmer ces publications sensibles, hein. Donc, je vous donne quelques outils de programmation de publication. Il y a plusieurs outils comme le Creator Studio, qui est un outil web pour programmer les publications, hors Stories, bien sûr. Facebook et Instagram au même endroit. Il y a le Storyto, c'est un outil web pour programmer les stories Instagram avec texte et stickers. Il y a le Swello, un autre outil pour programmer un outil web, pour programmer des publications sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, c'est-à-dire tout type de réseau social. Il y a le eConsquare, donc c'est un outil pour planifier les publications Facebook et Instagram et mesurer leur performance. Voici un tableau récapitulatif, d'accord, pour les trois outils. Donc, pour les Creator Studio, pour Instagram et Facebook, pour Sorito, Stories et Instagram, Swello, il y a vraiment pour la curation de contenu et vraiment pour multiplateforme plutôt. Et si, par exemple, pour le e.square, c'est juste pour Instagram. Pour Creator Studio, c'est vraiment très basique quand on parle de création de contenu, alors que le Storyto, c'est vraiment très fort. Le Swello, on peut le qualifier comme modéré et vraiment Square, c'est vraiment très basique quant à la création de contenu. On peut faire la planification, bien sûr, pour les quatre. Et quant à l'analyse par exemple, du trafic ou bien l'analyse de comportement des consommateurs sur ces trois outils, il y a juste le Creator Studio et les Square qui est vraiment très fort. Les autres sont ou bien limités comme le Storyto ou modérés pour le Swello. Pour c'est-à-dire la gratuité, en fait, on a juste le Creator Studio et le Storyto qui est gratuit. D'accord? Alors que les Swello et les Square, c'est payant. Ce sont deux outils payants.
d'accord? Deux gratuits et deux payants. Voilà, c'est là, comme ça, on fait une balance. Maintenant, comment vraiment développer, animer la communauté online? Hmm. Et donc, sur les réseaux sociaux, les individus se rassemblent en communauté, en fait, autour des intérêts communs, de liens particuliers, d'opinions partagées, et favorisent alors le dialogue et l'engagement. Il est clair que, en fait, les individus, pardon, à notre époque, essaient toujours de se rassembler, d'accord? Et de tisser, des liens entre eux à travers des communautés en ligne. Donc, c'est quoi une communauté par définition? Ce sont ensemble de personnes unies par des liens d'intérêt, des habitudes communes, des opinions ou des caractères communs carrément, simplement. Et donc, en fait, il y a ce qu'on appelle l'effet de boule de neige. Donc, une communauté online se base vraiment sur des effets boule de neige ou ce qu'on appelle effet grégaire, c'est-à-dire c'est un cercle vertueux ou vicieux se crée par le cumul d'actions individuelles et cela de manière exponentielle. Donc, pour bien comprendre, il faut s'imaginer une vraie boule de neige qui roule sur une pente. Plus elle roule, plus elle grossit en accumulant de la matière sur les réseaux sociaux. Donc, ça se produit le même phénomène similaire. Donc, le même phénomène. Exemple, si vous publiez une nouvelle sur LinkedIn, une première personne like, puis une seconde, puis une troisième, etc. Donc, les likes vont rendre de plus en plus attractif votre post et donc, en fait, l'enthousiasme entretient l'enthousiasme. Et c'est pour ça qu'on dit que l'effet boule de neige. On parle maintenant des influenceurs et comment les influenceurs ont vraiment un moyen, c'est un très bon moyen pour relayer l'information, hein. Donc, les influenceurs ont un pouvoir de séduction au sein des communautés sur les réseaux sociaux. Donc, les influenceurs, ou ce qu'on appelle en fait, par définition, ces leaders d'opinion, partagent leurs avis, leurs astuces, leurs bons plans et quotidiens en phase avec leur centre d'intérêt, que ce soit pour la mode, pour le sport, pour les voyages, pour la technologie. On va voir des influenceurs qui sont spécialisés dans la mode, spécialisés dans le sport, ou carrément dans les voyages, ou carrément dans la technologie. Vous connaissez justement, je crois, et j'en suis sûre, vous connaissez plusieurs influenceurs que vous suivez, qui chacun selon leur centre d'intérêt. En fait, certains d'entre eux nouent des partenariats avec des marques pour en faire la promotion auprès de leurs fans et abonnés. C'est ça tout l'intérêt, hein, d'engager des influenceurs, hein. Et donc, il faut, à ce stade-là, penser aux prémices de la création d'une communauté. Comment on va créer, d'accord, vraiment depuis le sketch, une communauté, d'accord? C'est un peu intriguant et c'est un peu, ça pousse à réfléchir, surtout si on est débutant, on n'a jamais essayé de créer une communauté. Donc, au départ, il faut comprendre ça, que les publications n'auront que très peu de résonance. Et vous devez construire votre communauté. Il faut vraiment être patient pour exister. Et je reviens toujours, à chaque fois, je dis la patience. Patience, patience. Que ce soit pour n'importe quel socle, c'est-à-dire si vous opérez dans les réseaux sociaux, si vous avez un site web, si vous avez un blog, si vous avez, vous allez créer un newsletter, tout, ou bien vous allez vous spécialiser dans le emailing, il faut vraiment être patient pour avoir des retombées. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire dès le départ? Donc, une des premières étapes à faire, c'est tout d'abord de s'appuyer sur sa propre communauté. C'est-à-dire, votre propre communauté, elle est composée d'un premier cercle relationnel qui sont vos proches et d'un deuxième qui sont les amis des amis. Oui, d'un énième qui sont les inconnus. D'accord? Donc, aujourd'hui, la plupart des utilisateurs des réseaux sociaux mixent les cercles personnels et professionnels. Ce sont des frontières qui sont désormais poreuses et permettent de toucher une cible plus large. D'accord? Et donc, en fait, il faut penser à la communication directe et indirecte. C'est-à-dire, donc il faut poser cette question, pourquoi les individus suivent-ils le contenu d'une entreprise? Si demain, je vais créer une page Facebook de mon entreprise ou de ma marque. Il faut penser à poser cette question. Pourquoi ils vont suivre le contenu de votre marque ou de votre entreprise ou d'un nouveau projet carrément?
parce qu'en fait, ou bien ils connaissent le créateur, ils ont un lien direct avec lui, ils le connaissent très personnellement, ils le connaissent très personnellement, parce qu'un ami leur en a déjà parlé, parce qu'un influenceur en a fait la promotion, parce qu'ils ont vu une publicité, par exemple, ou parce qu'ils sont déjà clients. Voilà pourquoi ils vont suivre votre contenu. Et pourquoi en particulier, il faut poser cette question, il faut se poser, est-ce que comment je pourrais atteindre ma cible? Comment, pardon? Et comment ils vont suivre le contenu de ma marque ou de mon entreprise? Il faut penser que dans tous les cas, la communication sur les réseaux sociaux liés à l'entreprise favorise la mémorisation de la marque, le déclenchement d'envie d'achat, le développement de l'attachement à la marque. Ça, on a déjà parlé. Donc, c'est très important de comprendre ce point. Et conseil à vous donner à ce stade, il faut parler, parler et encore parler. C'est-à-dire, toute occasion qui fait écho à votre identité et qui est en lien avec vos valeurs, votre éthique est bonne pour promouvoir votre nouveau projet ou entreprise. Il ne faut pas s'arrêter de parler, mais bien sûr, comme je dis, je redis, il faut une valeur ajoutée, hein. Il faut que le contenu soit de qualité. Maintenant, il faut penser à cartographier les communautés existantes, c'est-à-dire, euh, euh, est-ce que vous pouvez, indépendamment de votre page que vous allez créer vous-même, est-ce qu'il faut se poser la question, est-ce que vous pouvez exister, peut-être existez-vous déjà sur les réseaux sociaux? Et comment ça? Donc, avant de vous lancer, de créer votre page Facebook, regardez en fait si des communautés d'utilisateurs se sont créées indépendamment de vous. Bien sûr, ici, on parle d'une marque qui est déjà lancée sur le marché, qui a ses propres clients, qui a déjà généré des ventes. Ce n'est pas vraiment quelqu'un qui va commencer à débuter, hein. Donc, faites des recherches sur votre nom de marque. Vous serez peut-être surpris de voir, par exemple, des communautés de fans sur Facebook ou Instagram. Enfin, c'est le rêve, hein, de n'importe quelle entreprise, hein, bien sûr. Bien sûr, les grandes marques et les grandes entreprises ont des pages qui sont gérées par les clients, hein, par les fans, hein, carrément, de cette marque-là, hein. Mais bon, on n'est pas vraiment dans cette démarche. Si on est débutant, on va entamer une nouvelle entreprise ou une nouvelle marque, hein. Donc, il y a des communautés de fans sur Facebook ou Instagram. Parlez de vous via des hashtags dédiés à dédiés ou des groupes de discussion, hein. Des hashtags dédiés ou des groupes de discussion, hein, qui vont parler de vous et de votre marque. Donc, il faut faire toujours la recherche, d'accord, si vous existez déjà, hein, à travers vos fans et à travers une communauté en ligne, hein, d'accord. Et c'est très intéressant de chercher. Et donc, dans ce cas, il faut faire quoi? Il faut se présenter. Présentez-vous à elles, à ces communautés-là, remercier ces personnes et commencer à tisser une relation durable afin de les intégrer dans votre propre communication. Par exemple, relayer leur contenu récemment publié, on va parler ici de la l'UGC, hein, ou faites-les converger vers vos supports owned media. On peut les appeler à être présents aussi sur vos own media. On a parlé de own media dès la première séance. Et donc, quelques astuces et quelques conseils pour créer des liens. Donc, pour créer des liens, vous pouvez tour à tour remercier les abonnés, répondre à leurs commentaires, les sonder sur leurs préférences, leur poser des questions, observer leur engagement, pardon, donc quel contenu plaît, et là, ici, on est toujours dans cette optique de tester et d'améliorer, élaborer avec eux de nouveaux produits, peut-être, les improviser ensemble, en fait. Donc, c'est très intéressant de tisser des liens avec votre communauté, s'il vous plaît, hein. Donc, maintenant, on va parler, quelles sont les techniques d'animation et comment développer une communauté, en fait. Donc, pour animer une communauté n'est pas vraiment une mince affaire, hein. Parfois, vous croyez que juste vraiment animer, c'est très simple. On peut être présent, on peut parler, on peut répondre, on peut générer du contenu, etc. Mais vraiment, c'est un travail qui est chronophage et parfois carrément décourageant, hein. Et on se lasse vite parfois, hein, de générer toujours, toujours et toujours un contenu qui pourrait plaire, un contenu qui pourrait générer de l'engagement, un contenu qui a
une valeur ajoutée, etc. Mais en fait, d'une autre part, créer un lien avec les individus est aussi motivant et valorisant, hein, pour vous et pour votre marque. Donc, la marque va bénéficier de plusieurs leviers d'acquisition pour développer sa communauté, ainsi que ceux de son pouvoir de séduction. Et donc, comment on doit travailler son community management, hein? Donc, le community management regroupe un ensemble de techniques pour animer et modérer les comptes social media, dans le but de gérer la présence d'une marque sur ces canaux. Donc, malheureusement, trop longtemps confié à des stagiaires, sans accompagnement ni impulsion donnée par la direction ou un supérieur, il est maintenant devenu stratégique pour un bon nombre d'entreprises qui intègrent désormais les réseaux sociaux dans de vraies stratégies marketing. Auparavant, le community management était vraiment confié à des personnes non qualifiées ou bien carrément des stagiaires qui ne se connaissent pas rien. Maintenant, ça devient vraiment un métier à part entière. Alors maintenant, les entreprises essayent de recruter des community managers avec de l'expérience qui ont plusieurs compétences. On va aller voir quelles sont les compétences requises pour ce métier-là. Et donc, le community management requiert une maîtrise de techniques liées aux réseaux sociaux ainsi qu'une bonne connaissance de leur code de communication. En fait, on ne réalise pas une story Instagram comme on publie un tweet. Ce n'est pas la même chose. Donc, si je vais vous donner un petit tableau comparatif, d'accord, sur la différence entre les différents réseaux sociaux. Par exemple, pour Instagram, il privilégie ce qui est visuel, donc les photos, les vidéos, les stories. Donc, il faut vraiment être créatif, inspirant et visuel. Et votre cible, c'est plutôt les jeunes, les influenceurs et les marques, hein. Et ça, vraiment, ça aide votre objectif. L'objectif principal de publier sur Instagram, c'est l'engagement, la visibilité et entretenir sa communauté. Pour les Twitter, c'est plutôt les textes courts, hein, les messages, des liens, quelques liens, on peut mettre des liens. C'est vraiment très direct, concis, informatif. Et ça pourrait être, on peut parler aux journalistes, aux personnalités, aux entreprises. Et l'objectif, c'est de relayer l'actualité, de générer des débats, d'encourager les interactions à votre marque, etc. Pour Facebook, on peut utiliser les textes, les liens et les vidéos plus formels, plus conversationnels, c'est-à-dire ça engage la conversation avec votre audience, hein. Et vraiment, vous pouvez atteindre un large public, des entreprises, etc. Et notre objectif, en fait, de partager du contenu, de créer une communauté. Alors que pour LinkedIn, par exemple, c'est le format le plus privilégié, ce sont les textes, les articles et les vidéos. C'est plutôt professionnel, c'est plutôt B2B, hein. Et ce sont des professionnels, des recruteurs, des entreprises, etc. Et on essaie à travers le LinkedIn de générer le networking, de faire le développement professionnel, etc. Par contre, pour les TikTok, le format le plus intéressant, ce sont les vidéos courtes qui doivent être vraiment très créatives, hein. Donc, ça doit être plus ludique, tendance, participative. Et ça concerne plutôt les jeunes et les adolescents. Et on cherche vraiment le divertissement et la viralité. Donc voici, il faut faire vraiment la différence et comme j'ai dit, créer un tweet, c'est pas juste, créer un post ou un story sur Instagram, hein. Donc c'est vraiment très différent. Il faut maîtriser les temps de communication, les modes de communication, il faut maîtriser les formats. Donc il faut voir les objectifs ne sont pas les mêmes peut-être, tout dépend de votre entreprise et votre marque, qu'est-ce que vous cherchez à faire, mais il y a, des différences entre les différents réseaux sociaux. Maintenant, on va comprendre quelles sont les principales tâches d'un community manager, hein, en ce qu'on appelle le CM. Donc, en fait, il fait le lien entre une marque et une communauté, ce qu'on appelle ambassadeur de la marque, hein, euh, le CM. Donc, il va faire bien sûr la veille, donc il va être le responsable ultime de l'e-réputation de la marque. Il va observer ce que font les concurrents directs et indirects, hein. Il va faire la veille concurrentielle. Donc, il va comprendre qu'est-ce qu'ils font les autres, surtout les concurrents.
Il est en veille permanente sur l'actualité, les évolutions des plateformes social media. On a dit que les plateformes, surtout Facebook, ils ont ces algorithmes qui maîtrisent tout. Il faut vraiment être très à la page pour voir les nouvelles tendances. Est-ce qu'il y a des règles nouvelles? Est-ce qu'il y a des règles qui ont vu le jour récemment? Donc, il faut vraiment être très actif et très à l'écoute des évolutions, des actualités des plateformes social media. Quelles sont les autres tâches aussi? L'animation. Donc, il va animer, il va être responsable de l'élaboration de la ligne éditoriale qu'on a vue ensemble. Il va créer des contenus cohérents avec la ligne éditoriale et la charte graphique. Donc, il doit maîtriser les codes de chaque réseau social afin d'adapter les messages, le ton, les formats, les fréquences de publication. Il va sponsoriser des contenus pour atteindre des objectifs. Donc, il va faire le recrutement des fans, faire l'engagement, générer l'engagement. Il va faire les ventes, par exemple. Et aussi, il a d'autres tâches comme la conversion, c'est-à-dire il modère les réactions de sa communauté. Il va, d'accord, essayer de générer plus de likes, réponses, il va répondre aux commentaires. Il va liker ou lui-même, il va faire like sur les commentaires des utilisateurs. Hein. Donc, il assure la relation client pour une expérience utilisateur sans couture en répondant notamment aux messages privés. Donc, il faut vraiment, il y a ici, j'ai dit et je redis toujours que non seulement il ne faut pas répondre publiquement aux commentaires ou bien aux questions qui ont été publiées publiquement, il faut aussi penser à répondre aux privés, aux messages privés, s'il vous plaît. Indépendamment de ça, il faut comprendre qu'il y a des clients, si vous ne lui répondez pas au message privé, il va revenir sur le message public, il va vous dire vous ne répondez pas. Et donc, il faut ici être vraiment, même si carrément c'est un peu difficile quelquefois, par exemple, il y a des centaines de messages, mais il faut essayer de faire de votre mieux en tant que community manager, de répondre publiquement ou sur les messages privés. Et bien sûr, il faut faire le reporting, donc il va mesurer les actions entreprises et les optimise, et il va analyser ses communautés. Donc, vous savez que donc, c'est important de comprendre qu'il doit maîtriser les outils. Hein. Donc, quelles sont les compétences requises pour un community manager? Hein? Donc, le community manager requiert un ensemble, le métier du community manager requiert un ensemble de compétences variées, hein, alliant à la fois des qualités relationnelles, créatives et techniques. Et voici un aperçu des compétences clés. Donc, il doit avoir des compétences relationnelles et communicationnelles, des compétences créatives, des compétences techniques et il y a d'autres compétences importantes aussi à mentionner. Parlons maintenant des compétences relationnelles et communicationnelles. Donc, il doit avoir le sens de la communication. Donc, il doit être capable d'exprimer clairement et efficacement ses idées, tant à l'écrit qu'à l'oral. Il faut avoir cette écoute active, donc savoir écouter les besoins et les attentes de la communauté. Il doit avoir de l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place des utilisateurs et comprendre leurs réactions. Il faut être diplomate et donc gérer les situations de crise et les commentaires négatifs avec tact. D'accord? Donc, d'autres compétences créatives, donc il doit savoir rédiger du contenu engageant et adapté à chaque plateforme. Il doit vraiment comprendre et maîtriser la création de contenu visuel. Donc, il doit maîtriser les outils de création graphique pour concevoir des visuels attractifs. Et ici, et bien sûr, il doit maîtriser le storytelling, il doit savoir raconter des histoires pour captiver l'attention et créer du lien avec l'audience. Les autres compétences techniques qui sont très intéressantes et c'est importante, il faut vraiment maîtriser les réseaux sociaux, donc connaître les différents réseaux sociaux, leurs algorithmes et leurs spécificités. Il faut maîtriser les outils de gestion, donc utiliser des outils de gestion de communauté pour planifier, analyser et mesurer les performances. Il faut vraiment connaître quelques notions de base de SEO, donc il faut savoir optimiser le contenu pour améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche. Et ici, il faut vraiment connaître comment interpréter les statistiques pour ajuster la stratégie. Il faut vraiment connaître comment analyser les données. Euh,
Pour terminer, il y a aussi quelques autres compétences importantes. Il faut qu'il soit curieux quand même. Donc, la curiosité est importante. Donc, il faut se tenir informé des dernières tendances et des nouveautés du secteur. Il faut vraiment être organisé, donc, parce qu'il va en fait sûrement gérer plusieurs projets en parallèle. Il faut donc comment savoir les gérer et respecter les délais. Il faut s'adapter facilement, donc s'adapter aux évolutions des réseaux sociaux et besoins de l'entreprise. Et bien entendu, c'est très important d'avoir cet esprit d'équipe et donc savoir collaborer avec les autres équipes de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention et je reviens vers Dr Malek. Dr Malek. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, qui ont des questions? Qui ont des questions? Pardon. Pas de questions? Qu'est-ce qu'il est-il de l'équipe pour leur participation? C'est-à-dire, et l'équipe auquel participation vous parlez? L'équipe auquel je travaille dans l'entreprise. Bien sûr, si je parle maintenant, on reste dans le réseau social. Si par exemple, je suis un community manager, d'accord, qui va gérer un contenu sur un réseau social, il faut que bien sûr, que je collabore avec les autres équipes de l'entreprise. Par exemple, je dois comprendre, je suis avec être en phase et comprendre, d'accord, le responsable marketing, qu'est-ce qu'il veut, quels sont les objectifs de notre stratégie marketing. Ça fait partie de votre équipe de l'entreprise. Il faut comprendre il va être en phase avec la phase avec, par exemple, le département production. Est-ce qu'ils vont annoncer de nouveaux produits, de nouveaux services? Et quand est-ce qu'ils vont annoncer ça? Est-ce qu'il y a une date par exemple, de lancement de produits? Il faut bien sûr comprendre et collaborer avec, par exemple, le département financier parce qu'il va vous donner, par exemple, bien sûr, il va collaborer avec le marketing, le responsable marketing pour le prix parce qu'il va donner des chiffres sur le coût, par exemple. Je ne sais pas. Donc, il faut vraiment qu'on travaille. Il faut avoir ça. Bon, maintenant, si vous êtes une entreprise juste, il y a une seule personne, c'est un autre cas. C'est auto-entrepreneur et vous êtes le seul dans l'entreprise. Mais il y a aussi plusieurs départements, il faut collaborer ensemble. Super. Donc, passons à Pascal. Pascal, la parole est à vous. Merci beaucoup, madame. Merci, prof, pour ce cours que j'ai beaucoup apprécié. Alors, moi, ma question va plutôt concerner l'analyse des statistiques. J'aimerais vraiment savoir comment écouter les chiffres. Et donc là, je suis en train de parler du reporting. Parce que c'est bien, on peut être un très bon social manager ou community manager, mais il y a le volet reporting et qui concerne justement la capitalisation de toutes les actions menées. Et donc, quels sont les tips ou les conseils que vous donnerez, que vous nous donnerez justement pour être à même de bien écouter ou voilà, de bien écouter les chiffres ou de bien procéder à ce qu'on appelle des social listening. Et donc justement par rapport à cela, j'aimerais également savoir quels sont les indicateurs de performance
des bases sur lesquelles on peut vraiment travailler pour faire un rapport professionnel et apprécié après avoir mené une campagne marketing, par exemple, online réussie. Merci beaucoup. Vraiment, vous avez donné plusieurs questions, hein, Pascal, hein. Il y a plusieurs questions et plusieurs volets dans votre, dans votre question. Dès le départ, vous avez parlé de l'analyse de données, si j'ai bien compris. Oui, oui, C'est ça? exactement. Comment vous allez analyser les données et vous allez faire après le reporting, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs, par exemple, si on parle des KPI, vous avez déjà mentionné les KPI et je vais consacrer une séance pour les KPI parce qu'on va, donc, ce sont des indicateurs clés de succès, si je peux dire, clés pour le succès de n'importe quel community manager, hein, pour n'importe quelle stratégie plutôt, d'accord? Donc, en fait, ces indicateurs de clés de performance va nous aider à suivre les objectifs qu'on a déjà mis en œuvre, d'accord, lors de notre stratégie. Donc, en fait, les KPI, il faut comprendre une chose pour les KPI. Les KPI dépendra des objectifs hein, de n'importe quel marketeur digital, un marketeur digital. C'est-à-dire, il y a vraiment des KPI qui sont liés à l'acquisition. Il y a des KPI qui sont liés au comportement. Il y a des KPI qui sont liés aux conversions. Donc, il faut vraiment tout d'abord fixer les objectifs clairs. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez, par exemple, augmenter des ventes ou carrément générer des leads ou améliorer votre notoriété. Et donc, à partir de cet objectif-là, qu'on l'a fixé dès le départ, il faut sélectionner les KPI pertinents. Donc, les KPI vont vous permettre de mesurer vos progressions par rapport à vos objectifs. Et comme ça, vous pouvez analyser vos données. Vous allez analyser le comportement de votre consommateur. Vous allez analyser par exemple, le nombre de visites individuelles, par exemple, je ne sais pas, il y a plusieurs KPI qui dépendent de vos objectifs carrément, d'accord? Et ces KPI-là vont vous donner le moyen, d'accord, de suivre. Est-ce que vous avez atteint ou non vos objectifs? D'accord? Et donc, le conseil à donner ici pour les KPI, il faut les suivre régulièrement. C'est-à-dire, il faut analyser régulièrement les données pour identifier les tendances et les opportunités d'amélioration. Et c'est ça, ça sert à quoi un reporting en fait? Un reporting, il faut identifier s'il y a des opportunités, identifier s'il y a des améliorations et bien sûr comprendre les tendances. Et à partir de ces décisions qui sont basées sur les KPI, donc vous pouvez aussi rajuster votre stratégie. Est-ce que c'est bon, Pascal, ça va? Oui, c'est bon, c'est bon. Je note que ça dépend vraiment des objectifs définis en Bien amont. sûr, j'ai dit dès le départ, et d'ailleurs dès la première séance du secours, et n'importe quelle séance, quel cours de marketing, il y a toujours une stratégie à suivre. Et la première chose dans une stratégie, c'est la fixation des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez pas aller. Est-ce que vous pouvez aller à votre destination, arriver à votre destination si vous n'avez pas d'objectif? Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous pouvez prendre un bus sans connaître votre destination? Ça n'a pas de sens. C'est la même chose. Je pense qu'un objectif, c'est très important. Où vous allez, où vous voulez venir, où vous voulez en venir plutôt, où vous allez, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Donc, c'est important de fixer dès le départ les objectifs. Est-ce que c'est clair? Très bien, merci beaucoup. De rien. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, passons à Nix. Nix, la parole est à vous. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup, madame, aussi pour la clarté et la pertinence de vos explications. C'était bien expliqué.
Moi, je voulais revenir un peu sur l'UGC. Si je comprends très bien ce que vous avez expliqué, l'UGC désigne tout contenu créé et partagé par des individus qui ne sont pas des employés ou des représentants d'une marque, comme par exemple des avis, des photos ou publications sur les réseaux sociaux. Bon, je voulais poser ma question à savoir quels sont les défis encore liés à l'utilisation de l'UGC et comment les marques peuvent-elles se protéger? Quels sont quoi pour l'UGC, s'il vous plaît? La première partie de votre question, quels sont? Quels sont les défis juridiques liés à Défis l'utilisation juridiques. les défis, en fait, juridiques Juridiques liés pour à l'entreprise? Oui, oui. Vous savez, comment vous allez comprendre, savoir que votre utilisateur, ils ont partagé ou non le contenu qui vous concerne? Comment vous allez savoir? Je n'ai pas compris la question, s'il vous plaît. Comment, en tant qu'entreprise, comment vous allez suivre l'UGC? J'ai dit ça au cours de notre cours, j'ai dit à travers la veille. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a une chose très importante à travers le suivi des hashtags. Donc, déjà, en tant que client, en tant qu'une personne qui est fan de votre marque, il va vous taguer. Il va taguer l'entreprise. Par exemple, il s'est dit, voilà, comme je vous ai donné l'exemple de la marque BM dans le 4 Day, International 4 Day, il a déjà partagé la photo de son chat sur la voiture BM. Donc, BM juste, elle a repartagé le contenu de ses clients-là parce qu'il a vraiment tagué l'entreprise BM. Et déjà, si vous avez tagué l'entreprise, vous avez donné, d'accord, la permission de repartager votre contenu. Il faut vraiment comprendre une chose. L'utilisateur, il est la seule personne, le seul individu à protéger ses informations. C'est-à-dire, si vous allez partager, on parle bien sûr, on est toujours dans le social media. Si vous mettez votre photo en mode public, vous donnez déjà la permission aux autres de partager. Parce qu'en fait, maintenant, Facebook essaie de protéger les consommateurs. Il vous donne la possibilité de fermer, d'accord, le partage, de fermer ou bien de préciser qui voit vos publications ou non. C'est à vous de gérer ça. Si vous mettez ça d'une manière publique, ou bien si vous ouvrez le partage, c'est que vous avez donné aux autres la possibilité et le moyen de partager vos informations. Oui ou non? Maintenant, il faut comprendre une chose. Comme j'ai dit, la curation de contenu, ce n'est pas comme l'UGC. L'UGC, c'est un moyen de l'entreprise pour encourager les clients à partager. C'est un appel aux clients de partager. Donc, déjà, quand je réponds à l'appel de l'entreprise de partager, je lui ai donné la possibilité. Il n'y a pas vraiment un défi juridique, mais vous avez donné la permission. Vous voyez? C'est-à-dire, vous, Anix, demain, si par exemple votre marque préférée appelle à une contribution de votre parc, vous allez répondre à ça. Où est le problème? Où est le défi juridique? Vous avez donné la permission à cette entreprise de partager votre contenu. Vous voyez? Ce n'est pas comme la curation. La curation, c'est autre chose. La curation, vous sélectionnez ce que vous allez partager par les autres. Et c'est vraiment la différence de taille entre les deux. Vous voyez, est-ce que vous avez compris la différence? Vous avez compris l'UGC? Oui, oui, j'ai compris. Merci. D'accord? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pas de questions? Oui, Pascal, la parole est à vous. Merci beaucoup, c'est encore moi. Alors, je reviens avec cette question vraiment pour satisfaire ma curiosité. Tout à l'heure, je viens de voir sur Twitter, bon, X,
c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Il y a le compte officiel de Gmail qui a plus de 7 millions de followers. Mais ce qui est très étonnant, ce qui a vraiment attiré ma curiosité est que à chaque fois qu'il y a une publication, c'est-à-dire un tweet, un post, qui génère autant de retours, des feedbacks de la part de l'audience, je constate que le CM, le Community Manager, répond à toutes les questions et en tout cas à tous les feedbacks. Ma question est celle de savoir s'il y a un robot derrière cela ou il y a une personne. Et donc, s'il y a une personne, vu le nombre des retombées médias, en fait, des feedbacks, des retours, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de pouvoir vraiment remplacer le CM pour répondre à ces feedbacks-là? Si oui, quels sont ces outils-là? Comment le personnaliser? Comment ça marche? Merci beaucoup. Merci. En fait, c'est une très bonne question. Vous avez dit de Gmail, hein? Vous avez dit de Gmail, vous avez pris l'exemple de Gmail? Pascal, veuillez répondre à la question de Dr. là, s'il vous plaît. Oui, j'essayais de réactiver mon micro. Oui, c'est Gmail, sur Twitter. Oui, en fait, vous avez bien compris qu'il faut répondre à toutes les questions, hein. Donc ça, c'est très intéressant. Mais vous pouvez vous-même faire les critiques sur dessous. Est-ce que si c'est un robot derrière ou juste une personne? Est-ce que, je vous invite à me répondre, est-ce que le message, il est identique ou non? Non, 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 le message, il n'est pas identique. C'est vraiment un message par rapport à chaque question particulière. Et à chaque fois, la chose qui me pousse à vous poser cette question par rapport à la personnalisation, c'est que à chaque fois, le CM répond en citant le nom même, le prénom de la personne, mais pas en mettant l'arrobase. Si c'était par exemple en répondant, on met arrobase Pascal, etc., on pourrait soupçonner le robot. Mais là, quand on dit vraiment on répond par le prénom de la personne qui n'a rien à voir avec l'arrobase. Et donc là, je me pose si c'est vraiment une personne qui répond à tous ces messages-là ou simplement c'est un robot sophistiqué, un peu poussé en termes de technologie qui fait ça. En fait, maintenant, avec l'IA, il y a plusieurs outils qui sont vraiment très sophistiqués et qui peuvent avoir même des réponses sur mesure pour même pour le community manager. Donc, il y a des outils qui sont spécifiques aux réseaux sociaux. On a parlé de ça. Si vous voyez notre cours, il y a le Hotsuite. Il y a aussi le Sprout Social. J'ai parlé de ça l'autre fois. Il y a bien sûr les chatbots aussi qui sont très utilisés en Facebook, comme par exemple le ManyChat pour Facebook. Il y a le Dialogflow qui permettent, et ça c'est très intéressant, c'est une plateforme de Google qui permet de créer des agents conversationnels intelligents. On a parlé que vraiment, il y a aussi plusieurs outils qui maintenant, surtout avec l'avènement de l'IA, bien sûr, qui permettent de créer et de converser d'une manière intelligente avec les clients. Et sûrement, ce sont des robots, d'accord? Parce qu'en fait, un seul community manager ne peut pas, même une équipe de community manager ne peut pas répondre à des milliers vers des millions de commentaires, d'accord, par mois. Donc, c'est inhumain maintenant, on ne peut pas le faire. Donc, les robots ont déjà quelquefois, quelque part, remplacer l'humain pour surtout tout ce qui est réponse automatique aux clients, mais de façon intelligente, bien entendu. Je vous invite à voir ces outils. Voyez le Dialogflow. Il y a aussi, comme j'ai dit, le Hotsuite. Il y a plusieurs. Vous pouvez chercher sur Facebook, sur Google, par exemple. Vous pouvez trouver beaucoup de robots
d'accord, des agents de conversation, d'accord, qui peuvent faire le travail d'une manière, d'accord, intelligente. Merci beaucoup. Merci. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Mhm. Y a-t-il des questions? Vous pouvez lever la main ou l'écrire sur le chat. Pas de questions? Tout est clair? Bon, ben, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Je remercie tout le monde pour être présent aujourd'hui. Je vous remercie, Dr Malek, pour avoir dirigé ce séminaire. Préparez vos questions pour la prochaine fois et à très bientôt. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention, 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 nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le jeudi à 18 h, selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine ou encore le dimanche avec nos deux formations Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux ou découvrir les librairies Python pour la datation, ou encore nos nombreuses formations telles que préparation à l'examen du DELF, les outils d'analyse du marché, nos deux dernières formations de apprenez à programmer en Java ou gestion de performance stratégique, et vous avez également les meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante, le séminaire de la finance islamique et son influence et plein d'autres formations et d'activités qui viendront. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir.